ravie de vous recevoir à Université Côte d'Azur et particulièrement ravie parce qu'il y en a parmi vous qui viennent de loin. On a notamment des représentantes de la Nouvelle-Calédonie et des Antilles qui sont venues expressément pour ces journées. Donc, un grand merci. Et plus globalement, à toutes et à tous d'avoir grimpé la colline sous cette chaleur. Voilà. Félicitations et ravie de vous avoir ici. On va commencer par se présenter avec Léa puisqu'on va être les animatrices de la journée. Donc moi, je suis haute teneur, je suis chef de projet à la CPED, donc conférence permanente des chargés de mission égalité diversité de l'enseignement supérieur et la recherche. Merci Aude et bienvenue à toutes et à tous. On est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur le campus de Valrose, qui est le campus plutôt scientifique, donc avec la biologie, la physique-chimie notamment. Donc voilà, c'est tout autant symbolique vu la thématique de nos journées. Donc je suis Léa Demoussi, je suis la responsable égalité et diversité de l'Université Côte d'Azur et j'ai rejoint l'Université Côte d'Azur en février dernier. Donc voilà, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et bravo effectivement d'avoir monté cette colline parce que c'est déjà la première étape de cette journée. Tout d'abord aussi, je voudrais vous informer qu'il y aura une captation vidéo par le ministère. Donc si jamais vous avez... si jamais il y a des personnes qui ne souhaitent pas être sur cette captation vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer à la personne qui va capter la vidéo ou à nous faire signe. Voilà. Aussi, je voudrais remercier les équipes sans qui cette journée n'aurait pas pu être organisée. Donc, l'équipe logistique, Christina Bayon, Jean-Philippe Mollo, l'équipe communication, Olivier Lubrano, Jérémia Turini, Kevin Beg, l'équipe chorégraphie, Jean-Louis Paduano et Sébastien Braun. Je te laisse la parole, Aude, pour les prochains remerciements. Alors, il va y avoir beaucoup de remerciements dans cette première partie. Donc, moi, je vais faire très court. Je vais dire un petit mot pour Yona Goïta-Baranès, Julie Guerrero et Pauline Gosset qui ont énormément œuvré pour l'organisation de ces journées avec nous. Donc, merci beaucoup les filles. C'était un grand plaisir d'organiser avec vous. Voilà, donc maintenant, on va vous annoncer les temps forts de la journée. Et sachez que si vous voulez les retrouver, parce que le programme n'est pas dans le sac, mais l'Université de Nice, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, est extrêmement technologique. C'est un QR code sur votre petit badge que vous pouvez flasher pour retrouver le programme. Et donc en premier, on va avoir l'introduction institutionnelle. Puis ensuite, donc, de 9h30 à 10h30, le point d'actualité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. De 10h30 à 11h, nous aurons une pause, mais vous aurez aussi la possibilité de voir des expositions. Donc, pour celles et ceux qui sont en ligne, il y aura une exposition. Et pour celles et ceux qui sont avec nous, il y aura également une exposition. Très technologique, on vous a dit. Ensuite, vous aurez la première table ronde, donc la prise en compte du genre dans la recherche, perspective européenne et stratégie des établissements. De 12h30 à 14h, nous aurons la pause déjeuner sur l'espace écureuil. Il y a un traiteur, tout est pris en charge. J'ai eu des questions ce matin, ne vous inquiétez pas, tout est pris en charge. Tout le monde peut manger, pas que les intervenants. Donc voilà, tout le monde peut venir manger. On aura peut-être un peu de retard, hein, mais on espère que je compte sur tous les intervenants et surtout les personnes qui dirigent les tables rondes pour maintenir le chrono. De 14h à 15h, nous aurons la présentation Université Côte d'Azur. Et là, nous aurons tout d'abord une présentation de Madame Van de Bor avec les correspondants égalité, les correspondantes égalité, parce que c'est une particularité de notre université. Et nous aurons ensuite un temps avec les doctorantes, puisque nous avions à cœur de mettre en valeur des doctorantes de l'Université Côte d'Azur et d'autres universités. Et puis après une pause, donc la deuxième table ronde, inclure le genre dans les sciences et favoriser la mixité des filières. Quel rôle de l'enseignement supérieur? Et en fin de journée, nous terminerons par la diffusion d'un court-métrage de l'association Femmes et Cinéma et du court-métrage lauréat. Donc, nous vous laisserons découvrir ça en fin de journée. Aussi, un petit mot, nous allons lancer un Slido, excusez-moi, je ne connais pas encore cette application, un Slido pour les personnes qui sont notamment en ligne et poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et Madame Van de Bor, après, nous les fera remonter et voilà, nous pourrons répondre à vos questions et au moment des temps d'échange, faire aussi remonter les questions des personnes qui sont en ligne. Et puis donc, on va commencer par l'introduction institutionnelle, donc avec toutes les personnes qui contribuent à organiser cette journée nationale d'émission égalité. Donc, on va avoir les représentants et représentantes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des conférences d'établissement et de la conférence permanente des chargés de mission égalité diversité. Et on va commencer par 2 capsules vidéo. Et la première, c'est celle de Yannick Brice-Falter, le président de l'Université Côte d'Azur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Nice pour ces 8e journées nationales d'émission égalité de l'enseignement supérieur.
En premier lieu, je voulais remercier le comité d'organisation pour cette organisation dans nos locaux et pour avoir choisi Université Côte d'Azur pour le lieu de cet événement. L'Université Côte d'Azur est une université qui a été labellisée Initiative d'excellence en 2016. Et l'excellence, c'est l'excellence dans la recherche, l'excellence dans la formation, mais également l'excellence dans ses pratiques. C'est pourquoi ce thème est un thème particulièrement cher à notre université, avec la mise en place d'une vice-présidence dédiée à l'égalité et à la diversité, et puis un certain nombre d'actions, dont un plan égalité que nous avons déployé depuis 2020, et puis la mise en place également de référents dans l'ensemble de nos composantes et de nos établissements composantes. Ce plan d'action en faveur de l'égalité hommes-femmes, nous le déployons également à l'international, à travers notre alliance européenne ULICEUS, et nous souhaitons monter en puissance sur l'ensemble de ces actions. La thématique cette année est la thématique de l'intégration du genre dans la formation et la recherche. Et cette journée, qui est destinée à être une journée de réflexion pour influencer les politiques publiques, sera, j'en suis certain, l'objet de nombreux échanges et de nombreuses idées pour le futur. Passez une excellente journée et une excellente session à Nice. Une autre capsule vidéo ensuite de Anne-Sophie Barthès, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mesdames et messieurs les chargés de mission, égalité entre les hommes et les femmes, mesdames et messieurs qui représentaient les associations en charge également de ce sujet égalité hommes-femmes, mesdames et messieurs qui œuvraient chacun, chacune dans son établissement sur ces sujets-là, où que vous soyez. Chers amis, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, même de loin. Un grand merci à l'Université Côte d'Azur de nous accueillir évidemment aujourd'hui, en particulier à Véronique Vandebord, vice-présidente égalité, et également Léa Demoussy. Voilà, toutes les deux, je voulais vraiment les citer de manière un peu appuyée parce que je sais le rôle qu'elles ont joué dans l'organisation de cette journée. Merci également, évidemment, j'allais dire aux usual suspects, les 4 conférences avec lesquelles on avance depuis un long moment déjà, France Université, la CGE, la CDEFM et la CDFI. Et évidemment, là aussi, un autre usual suspect sur ce sujet en particulier, qui est bien sûr la conférence permanente des chargés de mission égalité diversité. Donc, chers amis, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Un premier point actu et puis un second point finalement programme. Que va-t-on faire aujourd'hui ? Sur l'actualité, plusieurs choses. D'abord, le plan racisme et antisémitisme qui a été lancé par la Première ministre le 30 janvier 2023. Et évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche y prendra toute sa part, va le décliner très concrètement. Et je voulais citer à cet égard les travaux de recherche de l'Observatoire national des discriminations dans l'enseignement supérieur qui a été lancé, je crois, en 2022 au sein de l'université Gustave Eiffel, et je voulais les saluer également. Autre actualité, 8 mars 2023, la Première ministre à nouveau qui lance un grand plan égalité entre les femmes et les hommes, tous et toutes égaux. Là encore, bien sûr, le ministère y prendra toute sa part, notamment à travers la question de la mixité dans les filières scientifiques. Autre actu également, et ça fait parfaitement le lien avec ce que je viens de dire, cette action très forte que mène la ministre Sylvie Retailleau sur la mixité et la présence des femmes dans les filières scientifiques. Et on en a vu une parfaite démonstration lors de la dernière cérémonie de remise des prix Joliot-Curie. C'était il y a quelques mois, la Première ministre était là, la ministre Isabelle Rome également, Pape Ndiaye et bien sûr Sylvie Retailleau. Et toutes et tous, on a pu saluer ce travail de recherche effectué par les femmes de tout premier plan, des femmes modèles qui évidemment, on l'espère, en inspireront d'autres. Voilà pour l'actualité. Je rappelle simplement pour finir ce premier point d'actualité, le plan national LGBT+, qui se poursuit. C'est le ministère en charge de la diversité et de l'égalité qui le porte avec la DILCRA. Mais là encore, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche va y prendre sa part, notamment en réactualisant notre guide lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBT+. Et enfin, la loi RIC5, vous connaissez tous, je ne recite pas, de 2021 avec des décrets d'application qui seront publiés d'ici la fin de l'année sur les modalités de déploiement de cette loi et notamment sur la question des indicateurs. Quels sont les bons indicateurs sur ce sujet-là de l'égalité professionnelle et économique ? Voilà pour l'actu, c'est important toujours de le dire pour montrer combien on est à la manœuvre et combien on est en soutien de ces sujets.
Deuxième point, le programme, vous le connaissez, une matinée qui sera consacrée surtout à la prise en compte du genre dans la recherche. À chaque fois que c'est utile, évidemment, et que c'est pertinent, évidemment, le genre doit être pris en compte dans les travaux de recherche. L'après-midi, c'est le rôle de l'enseignement supérieur qui va nous retenir pour favoriser l'égalité dans les sciences. Donc là encore, on sait bien qu'il y a des tas de biais de genre qui existent. Mes équipes me les rappellent très régulièrement. Il faut évidemment être sans pitié, si j'ose dire, sans relâche, et à chaque fois, rappeler le biais de genre parfois auquel on s'est habitué d'ailleurs, et lutter contre lui. Voilà, dernière chose, 2 originalités, surtout la première des doctorantes, je crois, qui vont venir, et je les salue très sincèrement, qui vont venir présenter leurs travaux de recherche. Ce sera là encore très intéressant et inspirant pour d'autres. Et puis, je sais que cela s'est fait l'année dernière, je me rappelle vous l'avoir déjà dit, des associations que je remercie de leur présence, qui seront là dans les couloirs autour de cet amphithéâtre et qui viendront vous présenter leurs actions, leurs travaux. Et c'est évidemment l'occasion de discuter les uns avec les autres. Un grand merci pour votre présence. Pardon de ne pas être là, mais mes équipes, que je salue très très chaleureusement parce que je sais le travail qu'elles font au quotidien, sont présentes et vous accompagneront aujourd'hui et évidemment chaque jour qui viendront. À très bientôt et encore merci. Et maintenant, je vais inviter Madame Virginie Dupont, vice-présidente de France Université, présidente de l'Université de Bretagne Sud, à nous rejoindre pour une petite introduction. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers amis. Alors, je vous remercie pour cette invitation. Je suis d'autant plus heureuse que l'année dernière, je n'avais pas pu venir. Il y avait une petite vidéo qui n'était pas très bien passée. Et du coup, je me suis dit, cette année, faut vraiment, je bloque la journée et je viens. Donc, je suis vraiment contente d'être là en vrai. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui a en quelques années quitté la marge pour devenir central. Non seulement dans nos établissements, et vous le verrez donc effectivement au cours de cette journée, et celle de demain, je crois également, mais aussi dans la société et le débat public en général. Nous sommes attendus par la jeunesse que nous formons, par nos collègues, par nos personnels, et cela nous oblige. Nous devons aussi montrer la voie. En regardant le programme, et j'ai vu, et je m'en réjouis, que les apports de la recherche en études de genre, qui est une recherche pluridisciplinaire, eh bien que les apports de la recherche font l'objet d'une table ronde. La formation par la recherche, c'est un point fort des universités et la stratégie des établissements lie fortement les deux, la formation et la recherche. Il est donc légitime que les universités s'en emparent et s'emparent de ces questions de genre pour penser leur stratégie. Le genre, c'est à la fois un concept scientifique, un champ de recherche, un outil d'analyse du réel. Il demeure cependant trop peu mobilisé par les politiques publiques. Or, il permet de lever des angles morts, non seulement sur les inégalités, les discriminations, mais aussi sur la manière dont l'ensemble des thématiques de l'agenda politique, voire géopolitique, et dont l'ensemble de ces thématiques gagnerait à être appréhendé. Du reste, outre les sciences sociales, la biologie, la médecine ou encore les sciences du numérique s'en emparent. Et là où on pense l'innovation, au transfert des résultats de la recherche dans l'économie, la société et la diplomatie. Pour appréhender les grandes crises mondiales, c'est essentiel. Il faut donc s'appuyer sur la recherche. Un autre sujet abordé au cours de cette journée, c'est celui de la mixité dans la formation. Bien sûr, cela se joue beaucoup en amont, dès la fin du collège. Et je vais un peu digresser, j'irai même avant, même bien avant. Et je voudrais aujourd'hui en profiter pour mettre en avant aussi les initiatives qui sont mises en œuvre au sein des écoles primaires, donc par les rectorats au sein des écoles primaires, qui s'appelle donc le programme. Il faut que je fasse quelque chose. Comment? Ah voilà, pardon. Du coup, ça sera moins fort, ça agracera moins les oreilles de tout le monde. Et donc, le programme Sciences dans les classes, qui s'appelait avant ASTEP, et qui amène en fait des étudiants
des scientifiques, des filles comme des garçons, mais peut-être qu'on pourrait davantage pousser les jeunes filles à y aller davantage pour montrer ce que sont les sciences. C'est un bel exemple effectivement de ce qu'on pourrait pousser en termes de mixité. Donc dès la fin du collège, et donc cela montre effectivement l'enjeu de l'orientation. J'en profite également pour vous parler d'une convention qui, celle-là, a été signée dernièrement par France Université avec l'INRIA sur Chiche, un scientifique dans la classe, dans lequel en fait l'objectif est d'amener nos collègues enseignants-chercheurs et doctorants-chercheurs dans les classes de seconde pour lancer en fait et amener en fait les jeunes à aller vers les numériques et notamment surtout les jeunes filles, puisque c'est ça l'objectif. Donc ce sont bien des doctorantes, des enseignantes, chercheuses qui sont attendues dans ces classes de seconde, et nous avons signé cette convention donc à Vivatech récemment. Donc je disais, d'où l'enjeu de l'orientation. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut rien faire, même si on pense qu'effectivement, un grand nombre de choses doit être fait avant. Donc, notamment, je voudrais en rajouter autre chose. Vendredi dernier, donc, toujours à Vivatech, la Première ministre a annoncé des mesures pour favoriser la formation et l'embauche des jeunes femmes dans la tech. Je souhaite rappeler que le vivier des femmes pour ces professions qui ont du mal à recruter se trouve bien à l'université. En effet, 43% des femmes se trouvent en master de sciences dures et on trouve 40% des femmes en master. Ces chiffres sont en augmentation depuis 10 ans, sauf en maths. Mais bon, malgré tout, c'est déjà bien, ça progresse. Cependant, il faut poursuivre nos efforts. Et je terminerai en paraphrasant l'UNESCO. Le monde a besoin de la science a besoin des femmes. L'égalité est notre affaire à toutes et à tous. Soyons exemplaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dupont. Effectivement, je pense qu'il faut que nous soyons toutes et toutes exemplaires et ça passe aussi par l'université, par les écoles, par les collèges, mais aussi l'université, ça ne s'arrête pas au moment du secondaire. Maintenant, je vais appeler Madame Carole Demy, directrice de l'École centrale Méditerranée, vice-présidente de la commission formation et société de la CDFI. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues. Donc, je suis vraiment très honorée de pouvoir assister à cette journée. Je vous remercie les organisateurs et je remercie l'université de nous accueillir dans ces lieux magnifiques. Et je prends donc la parole effectivement au nom de la présidence, de la vice-présidence de la commission formation et société de la conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs. Au sein des écoles d'ingénieurs, nous partageons des valeurs fortes d'ouverture et de diversité. Et toutes nos écoles, ont à cœur de garantir l'accès à nos formations à toutes et tous. Nous savons que les entreprises de demain ont besoin de plus en plus d'ingénieurs, mais elles ont aussi besoin d'équipes ouvertes et inclusives pour des métiers qui aujourd'hui sont en pleine évolution et qui nécessitent des compétences scientifiques, des compétences techniques, mais également des compétences humaines, des compétences qui vont se développer au sein d'équipes dans lesquelles la parité est un point, une qualité essentielle. C'est donc une des clés, ce n'est pas la seule, mais c'est une des clés clairement identifiées. Et les écoles d'ingénieurs et toute la filière ingénierie doivent se saisir de ce sujet. Dans cette optique, la conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs s'engage depuis de nombreuses années sur cette question d'égalité des genres, dont les enjeux concernent à la fois la mixité des effectifs, étudiants et des personnels, mais également la sensibilisation collective. Cela a été dit par la présidence des universités, et notamment cela passe par la lutte contre les stéréotypes et les inégalités. Aujourd'hui en France, presque 50% des postes de cadres sont portés par des femmes. Par contre, celles-ci ne représentent que 28% des ingénieurs en activité. Ce qui est un chiffre qui est extrêmement insuffisant, bien sûr, et qui surtout plafonne depuis plus de 10 ans. Il est prouvé, et cela a été dit, et la science le prouve, que ce déterminisme de genre apparaît dès la petite enfance. Et la CDFI s'engage à son niveau avec ses outils pour montrer aux filles que les métiers de l'ingénierie sont accessibles, et ce, dès les petites classes.
Donc, elle développe, et je souhaitais les rappeler ici, quelques actions concrètes dans cet objectif-là. La première action qui est historique et lancée depuis 2011 est une action qui s'appelle Ingénieuse. Donc, c'est un concours, mais au-delà d'un simple concours, l'opération se positionne dans une démarche globale de sensibilisation et d'orientation qui vise à casser les stéréotypes de genre. Et à chaque édition, un jury va sélectionner des projets et les meilleurs projets menés par les écoles d'ingénieurs en faveur de l'égalité des genres et des parcours étudiantes d'ingénieurs remarquables et engagés. Donc, des exemples inspirants, puisque nous pensons que ces sujets-là s'abordent aussi beaucoup par l'exemple. Donc, l'opération bénéficie d'accompagnement et de supports variés, d'acteurs indéfectibles, d'organisations qui sont partie prenante de ces problématiques, bien sûr des partenaires entreprises, mais également l'Agence universitaire de la francophonie, Elle Bouge, Femmes ingénieurs, ST Microelectronics et avec les talents du numérique, des soutiens qui assurent la visibilité de l'opération, comme le Bureau national des élèves ingénieurs, la CTI, IESF et Technique de l'ingénieur. Depuis 2014, l'opération a permis de recueillir 359 projets venant d'écoles. 37 ont été récompensés. Il y a eu plus de 900 candidatures venant d'élèves ingénieurs en France et au Maghreb, dont une vingtaine ont été récompensées. Et il y a également eu plus de 500 candidatures de femmes ingénieurs. Donc, le concours prend de l'envergure et donne de la visibilité à cette démarche. Une autre opération s'adresse cette fois aux plus petites classes et c'est une opération qui s'appelle Cap Ingénieuse et qui a été lancée face au constat que les stéréotypes de genre se forment chez l'enfant dès l'âge de 6 ans. Et donc, le label Cap Ingénieuse a été créé et il est décerné cette fois pour des projets d'école qui visent à travailler auprès des classes de collège et d'écoles élémentaires pour faire découvrir les sciences et les technologies et déconstruire dès le plus jeune âge les stéréotypes liés au genre. Donc, ces projets labellisés permettent de mettre en application des idées et des principes concrètement en permettant aux jeunes filles de piloter une initiative au sein de leur classe. Une autre action bien concrète auquel nous nous sommes engagés, c'est une enquête qui s'appelle l'enquête GenderScan, qui a été menée auprès de publics internationaux, d'étudiants internationaux, en vue de comprendre les mécanismes à l'œuvre pour atteindre une meilleure mixité dans les métiers scientifiques et technologiques. C'est une étude qui a été menée en partenariat avec l'UNESCO et des associations internationales sur les femmes dans les métiers scientifiques et technologiques. Et c'est la seule étude aujourd'hui qui rend visible la place et l'avenir des femmes dans cette filière-là. En 2021, cette étude a permis de cibler 30 000 répondants à peu près, étudiants, hommes et femmes, venant de 117 pays différents. Et en France, grâce à la mobilisation des écoles, on a pu faire participer autour de 1500 étudiants. Et nous pouvons voir apparaître donc des éléments intéressants, mettre en lumière où se jouent les inégalités et peut-être vous donner un chiffre qui est juste éclairant, qui est que 41% de femmes au cours de leurs études sont découragées de suivre dans la filière de l'ingénierie dans les sciences et techniques, découragées par leur proche environnement ou par les conseils de leurs professeurs, alors même que lorsqu'elles arrivent dans la filière ingénierie, elles y réussissent comme les hommes. Donc des chiffres pour nous faire réagir. Enfin, au-delà de ces actions de déconstruction, les écoles s'engagent également pour des actions de vie et de vie collective et agréable au sein de nos établissements et en particulier s'engagent fermement sur tous les sujets de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. En octobre 2021, vous le savez, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a dévoilé son plan d'action contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche, avec un certain nombre de mesures qui se déroulent autour de plans de formation, de renforcement des dispositifs de signalement, mais également d'amélioration de la communication. Travailler sur des publics paritaires, égalitaires, c'est un sujet. S'assurer que ces publics vont pouvoir s'épanouir dans une communauté étudiante qualitative en est un autre. Donc, à la suite de ces travaux, la CDFI continue à s'engager et en particulier a inclus ce thème de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein même des chartes qui sont signées par les écoles d'ingénieurs et qui sont portées par le Bureau national des élèves ingénieurs.
Donc, comme vous le voyez, chacun essaie d'agir à son niveau. Sur la filière ingénierie, la CDFI s'engage. J'ai bien entendu les propos de notre président, de la présidente qui a parlé avant moi, pour dire que cette action est une action de tous, à tous les niveaux, sur tous les sujets, dans toutes les formations, de façon à pouvoir, je l'espère, inverser cette tendance et viser cette égalité. Donc, nous sommes à nouveau très honorés de pouvoir soutenir cette journée et je vous souhaite à toutes et tous de bons travaux au sein des tables rondes. Merci. Merci beaucoup, Madame Demy. Nous allons maintenant inviter Monsieur Marc Rivot, animateur du groupe de travail Égalité Femmes-Hommes de la Conférence des grandes écoles, à venir introduire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et toutes. Le temps est déjà écoulé, donc je vais essayer de faire court, comme vous l'avez vu, puisqu'on est déjà largement en retard. Et que ça peut stresser effectivement quand on est en backstage. Donc, je tiens à vous remercier le ministère, l'université, Jurisub, et cette formation et toutes les personnes qui s'engagent, défendent et portent les valeurs communes qu'on cherche à porter quand on est référent, référente au sein de nos écoles, au sein de nos universités, au sein de nos institutions. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être parmi vous en tant qu'enseignant, en tant que thésard, en tant que référent égalité et handicap. Et il y a un lien entre les deux parce qu'on le sait parfois, le harcèlement peut déclencher des situations de dépression, des troubles que l'on a intérêt à accompagner au mieux. Un, pour éviter qu'ils dérapent. Deux, pour quand ça a dérapé, accompagner les personnes, éviter qu'elles souffrent d'une double peine, y compris jusque dans leur scolarité et dans leur vie après l'université, après nos écoles. J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui la conférence des grandes écoles qui réunit des référentes et référents qui, avec 3 bouts de ficelle, 10 heures, 20 heures, parfois pas, ont un statut et sont amenés à agir sur nos actions comme vous le faites également au sein de vos structures. La CGE ayant porté cette année différentes thématiques qui ont émergé en fait tout simplement de nos membres. Un baromètre notamment, un concours Génération Égalité, porté par des étudiantes d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, qui ont créé des affiches, des vidéos qui sont disponibles et que vous pouvez utiliser pour sensibiliser sur différentes thématiques. Comme d'habitude avec nos étudiants et nos étudiantes, il y a du très bon et des choses plus surprenantes parfois. Mais du coup, je vous invite à faire votre propre tri pour si jamais vous voulez l'utiliser. C'est libre de droit et c'est mis à votre disposition. Nous avons également eu l'occasion de travailler sur la question du changement de prénom d'usage, sur les cellules d'écoute, qui est un sujet qui amène énormément de galères. Lorsque c'est structuré, formalisé, qu'on ne respecte pas les procédures ou les circuits informationnels, par exemple, cela peut arriver. Lorsque c'est très bien structuré, c'est rare, et là, on peut en être fier. Ou lorsque c'est porté par des référents qui n'ont ni formation à l'écoute, ni formation juridique, et qui se retrouvent dans des conflits internes et organisationnels que vous connaissez, que nous connaissons, sur lesquels nous avons intérêt à réfléchir et travailler ensemble le plus possible pour pouvoir justement porter ces thématiques et protéger nos étudiantes, nos étudiants et nos collègues. Je m'intéresse aussi dans ma thèse à ce qu'on fait en tant que réseau. Donc, pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui? Pourquoi le réseau de la CGE? Pourquoi d'autres réseaux? J'ai quelques partages à faire avec vous parce que j'ai pu découvrir qu'on fait des choses quand on est référent, notamment on renégocie des règles, on crée de nouvelles règles sur les manières de faire, sur ce qui est autorisé, pas autorisé, comment on le gère, comment on l'instruit, comment est-ce qu'on décide. Et cette activité-là, souvent invisible, mérite d'être rendue davantage visible. Ça pose aussi la question des habilités, parce que certes, vous avez des compétences, nous avons des compétences, mais elles dépendent aussi des outils, des ressources dont nous disposons et de l'entourage professionnel que nous avons autour de nous. Et c'est un sujet qui est un sujet de matière à discussion. En particulier lorsqu'il y a des flous juridiques et un certain nombre de flous sur le fonctionnement de nos structures. Aujourd'hui, donc, je suis curieux de découvrir ce que vous avez à dire, ce que nous avons à dire, ce que nous pouvons partager ensemble. Et je reste disponible si vous le voulez. Car si l'on en croit, entre autres, l'étude Acadiscris sur la question des VSS et du harcèlement, nous ne sommes pas au chômage et nous ne serons pas au chômage demain, malheureusement. C'est une mauvaise nouvelle pour tous et toutes, je pense. Et c'est pourquoi je tiens avant tout à vous dire merci pour ce que vous faites dans vos structures, avec vos moyens, plus ou moins grands. Et merci pour qui vous êtes, parce que au vu des moyens dont nous savons que nous ne faisons pas ça sans raison. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Rivot.
Nous allons maintenant appeler Madame Alice Guillon, présidente de la conférence des directeurs d'écoles françaises de management et directrice générale de Schema Business School. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire rattraper le temps qu'on a perdu en allant très vite. Déjà, première remarque, si vous voyez le titre de la conférence, la CDEFM, quand j'ai déposé le nom en mars 2021, c'était conférence des directrices et des directeurs des écoles françaises de management, mais c'est sorti comme ça. Donc, on a un peu de boulot encore, vous pouvez imaginer, pour arriver à ce... Alors, heureusement, là, on a eu dans l'introduction des femmes remarquables, donc que je salue, que ce soit Carole, Virginie ou Anne-Sophie Barthès, qui est absolument fantastique. Donc, je les remercie infiniment et je remercie évidemment l'Université Côte d'Azur, qui est mon université de cœur, puisque je suis niçoise, pour avoir organisé cette journée extrêmement importante. Alors, je pense que le 21e siècle, c'est un seul challenge, c'est celui de réussir le pari de la diversité. Et effectivement, l'équilibre, on va dire, homme-femme et la féminisation est une étape fondamentale. Et je pense qu'on est encore assez loin de l'objectif. Si on pense à démarrer avec Olympe de Gouges dans les années 1700 et quelques, d'ailleurs, elle a été guillotinée, donc faut qu'on fasse un peu attention. Mais si ça a été ensuite repris par des femmes remarquables au XXe siècle, je pense qu'on n'est pas encore à l'objectif. Alors maintenant, si je vous donne le point de vue juste des écoles de management, on peut dire que nous, on a une chance peut-être par rapport aux écoles d'ingénieurs. On est à peu près à 50% de filles dans nos cohortes. Mais si on est à 50% de filles, elles ne vont pas vers les champs scientifiques. C'est-à-dire qu'on en a peu dans les domaines de la finance, des techniques quantitatives, de l'IA, de tout ce qui est la data, les stats. On a beaucoup moins de jeunes femmes. Au contraire, elles vont plutôt vers les métiers du marketing, des RH, de la communication. Et on a effectivement, je vous déclinerai très rapidement ce qu'on fait, mais il y a beaucoup de travail qui est engagé pour leur donner le goût et l'idée de leur dire que la finance, c'est pas nécessairement que pour les hommes. Sur les 38 écoles de commerce référencées à la CDEFM, et évidemment membre de la conférence des grandes écoles, moi je suis vice-présidente de la CGE aussi, on a moins de 10 femmes directrices d'établissements écoles de commerce, donc on a encore un peu de boulot aussi pour arriver à la parité. Alors on peut dire soit c'est du plancher collant, soit c'est du plafond de verre, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe quelque part, et est-ce qu'il se passe dans la toute petite enfance ou est-ce qu'il se passe après, il faut qu'on puisse intervenir sur tous ces sujets-là. Alors on a quelques actions en cours qui sont assez phares à la CDFM et à la CGE, vous l'avez dit. Je pense que comme Carole l'a dit, dès la petite enfance, il faut qu'on arrive à démystifier, que sans tabou, comme le font les Scandinaves, on puisse faire jouer les petites filles et les petits garçons avec à peu près les mêmes jeux, sans dire aux petites filles que finalement ça se passe à la cuisine pour elles, et puis que les petits garçons, il faut qu'ils soient pompiers. Globalement, il faut peut-être que ça passe déjà à ce niveau-là avec une démystification d'un ensemble de tabous, notamment culturels. Dans le secondaire, on l'a dit, avec des ateliers, on en parlait avec Carole, nous on est prêt à faire plein de choses avec tous les établissements d'enseignement supérieur pour aller vers les établissements du secondaire et pour pouvoir peut-être donner des exemples. Moi, je pense beaucoup que ça passe par l'exemple de réussite. Vous savez, les petits garçons veulent tous être Thomas Pesquet. Peut-être qu'on pourrait leur dire qu'il y a aussi des femmes qui étaient cosmonautes et qu'il y a aussi des femmes qui réussissent brillamment un peu partout. Il faut peut-être démystifier les métiers scientifiques et puis les maths. On sait que la réforme du bac, on l'a dit à notre ami Jean-Michel Blanquer souvent, ça n'a pas fait que du bien pour que les jeunes femmes se disent que les maths, c'est aussi pour elles. Donc là, il y a aussi un travail probablement à refaire. Alors nous, on est effectivement engagés là-dedans. Dans le SUP, nous, on fait beaucoup. On a des chaires égalité hommes-femmes. On coach beaucoup les jeunes femmes pour être capables d'aller négocier leur salaire quand elles rentrent dans des entreprises. Et dans la dernière enquête de la CGE, vous voyez qu'on a un écart de salaire à peu près de 6 ou 7%. Alors vous allez me dire, on est parti de 40, donc on est super content d'être à 6%, mais il faut peut-être qu'on ait encore... le plus dur, c'est peut-être d'arriver de 6 à 0%. Il faut peut-être continuer de pousser, d'expliquer, de coacher. Et puis, le dernier point, le dernier travail que nous, on a à faire, c'est avec les entreprises. Parce que si l'écart de salaire existe, c'est pas la faute des petites filles ou des jeunes filles, c'est plutôt la faute des entreprises qui se disent, puisque c'est une femme, on va la payer moins cher. Donc, nous, on a un travail vraiment d'accompagnement aussi quand on place nos apprentis, nos jeunes filles dans les entreprises, de dire, il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence de salaire. Donc, on est très engagé à la CDFM, à la CGE, évidemment, dans l'accompagnement des entreprises, des étudiantes. Et si on peut faire des choses ensemble, c'est une main tendue, si on peut faire des choses
ensemble pour la petite enfance et pour travailler avec les établissements du secondaire. On est prêt à s'engager pour continuer le travail qui a été entrepris par toutes ces femmes remarquables. Voilà. Donc, je sais que la journée est hyper importante. Je vous souhaite, c'est très féminin quand même comme parterre. Si peut-être les hommes se sentaient concernés, ça serait pas idiot. Et donc, il faut qu'on continue ce travail collectivement et c'est super ce que vous faites. Et donc, je vous souhaite une super belle journée. Moi, j'aurais aimé rester, mais je suis obligée d'aller à Sofia parce que je suis pas beaucoup. Donc, je vais quand même aller me montrer là-bas. Mais en tout cas, bravo et merci encore pour tout. Et vraiment, je souhaite, on espère revoir les résultats de vos travaux bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup, Madame Guillon, pour ces mots d'introduction. Et j'ai le plaisir d'appeler le dernier intervenant, mais non le moindre, Philippe Lyotard, président de la conférence permanente des chargés de mission égalité diversité et chargé de mission égalité diversité à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Merci Aude, j'aurais dû prendre des lunettes de soleil. Ouais, là, ça fait un choc. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je ne dis pas que je vais être court. Non, mais parce que je ne peux pas le savoir à l'avance. Et surtout que je vais commencer par faire quelque chose qui rallonge, qui ne sert pas à grand-chose, sauf pour les personnes qui sont directement concernées. Mais je voulais vraiment adresser des remerciements personnels à Véronique Van de Bor, donc, qui est vice-présidente ici à l'Université Côte d'Azur et qui a accepté d'accueillir l'événement, Léa Demoussy. Et puis, chez nous, à la CPED, Aude Steiner et Justine Azoz, que vous avez vu tout à l'heure à l'accueil. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça fait partie du temps qui a été considérablement passé, enfin, du temps long et passé de façon importante sur ces questions d'organisation. Et puis quand même, je voulais aussi dire quelque chose en direction des personnes du ministère parce que c'est la 8e journée, ce sont les 8e journées. Pour nous, ce seront demain les 29e journées, la CPED. Donc 8e journée, 29e. Et on parlait tout à l'heure avec Marc de réseau. Et bien en fait, là, nous sommes un réseau en train de fonctionner, en train de se faire, en train de se prolonger, en train de se structurer, en train de se renforcer. Et c'est ça que je voudrais souligner, puisque la première fois que nous avons été rassemblés ici avec le ministère pour les journées du ministère, dans ce même lieu, il y avait, je crois, Béatrice Noël du ministère, c'était la seule. Il y a peut-être quelques personnes de la CPED qui étaient déjà là. On était déjà ici, c'était en 2017. Et donc, il y avait 3-4 déjà journées, mais là, on voit qu'il y a une sorte de régularité, pas seulement dans ces temps, et c'est là que le réseau fonctionne, ce n'est pas seulement des moments de rendez-vous, mais ces moments sont des restitutions de ce qui se fait tout au long de l'année. Et c'est pour ça que je voulais dire quelques mots sur les personnes qui sont là, Pascal Bouraosny, Béatrice Noël, Samuel J.S. Mélac, je ne sais plus où il est, Maëva Tisserand, Julie Guerrero. Je ne t'ai pas oublié Pauline Gosset, même si c'est une petite nouvelle. Et puis, je crois qu'il y aura Yona Guetta, que je n'ai pas cité. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui va arriver bientôt. Je ne sais pas si je peux donner son nom, mais je l'ai vu aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est important parce que ça traduit un travail régulier de nos différentes structures avec des personnes, pas seulement avec une institution, mais avec des personnes. Et je pense que si ça marche bien, si on travaille dans la durée, si on arrive à avoir des résultats sur l'ensemble des actions que nous menons, c'est aussi grâce à ça. Mais en même temps, je comprends que le ministère soit content de travailler avec nous. Et oui, pourquoi ? Parce que la CPED a une activité remarquable. Remarquable d'abord en tant qu'association, mais aussi, elle traduit ce qui se fait remarquablement dans les établissements. Parce qu'effectivement, en tant que réseau, on voit ce qui remonte, on voit ce qui se fait, et on voit ce qui se fait, comme le disait tout à l'heure le collègue de la CGE, avec des bouts de ficelle. Parce que ça aussi, c'est une réalité que je voulais quand même poser. Quand on est dans ce réseau, quand on travaille, et aujourd'hui et demain pour la CPED, mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour dire qu'on est les meilleurs, qu'on fait des super choses, qu'on a un grand plan d'action du ministère, que nos établissements sont tous les meilleurs dans leur domaine. Ce n'est pas vrai. On est là aussi pour poser les problèmes. On est là pour dire ce qui se passe. Et on est là pour essayer de trouver des solutions. Et parmi les choses que j'aimerais souligner, c'est aussi cette difficulté finalement à être à la hauteur du niveau d'exigence qui est aujourd'hui fixé sur les questions d'égalité et de diversité. Parce que là, on est en fragilité. Là, je parle de président de la CPED. Par rapport à tout ce qui nous remonte du terrain, nous sommes en fragilité. Il y a des discours qui sont là, tout le monde est d'accord,
Il n'y a pas de remise en question de ces politiques. En revanche, nous sommes tous et toutes en fragilité. Et on parlait, y compris par exemple, de dispositifs d'écoute, etc. On a répondu aux exigences institutionnelles, aux attentes, on les a même anticipées par moments, mais on est en fragilité. Et je crois que c'est aujourd'hui aussi, dans ce type de réunion, qu'il faut qu'on discute des conditions qui vont nous permettre de maintenir durablement le niveau de qualité que nous avons déjà mis en place. Et je terminerai par là. Vous voyez, je suis quand même bref. C'est pas parce qu'on a passé beaucoup de temps, par exemple, sur la question des violences sexuelles et sexistes qui ont donné des résultats en termes de structuration qu'on oublie les autres projets. Et c'est aussi une des qualités de la CPED et de la multiplicité de ces actions de terrain, c'est qu'on avance à différents niveaux. On va le voir aujourd'hui, et notamment sur la question de la place du genre dans la recherche. C'est un point qu'on avait peut-être laissé un peu de côté, qui est pourtant un point central des politiques européennes en matière d'égalité dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et si on veut, en France, ne pas être à la traîne, ce qui est encore le cas aujourd'hui sur ces questions d'égalité, alors que par ailleurs, on a tous les moyens d'être parmi le peloton de tête, eh bien, ça fait partie des choses qu'on devait prendre à bras-le-corps. Et je suis vraiment heureux qu'on puisse les traiter aujourd'hui, parce que sinon, c'est toujours des questions qu'on les a en tête, mais on les laisse pour plus tard, parce qu'on a d'autres choses à faire dans l'instant. Et on a d'autant plus de choses à faire dans l'instant, eh bien, je parle des acteurs et des actrices, les chargés de mission, les VP, égalité, les référents, on n'a pas tous et toutes les mêmes statuts, qui sont souvent avec des moyens très faibles, et parfois encore sans aucun moyen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lyotard. Nous allons passer maintenant au point d'actualité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vais inviter l'équipe du département défis sociétaux et environnementaux à nous rejoindre et à prendre un micro aussi. Non, on va faire une présentation à 3 voix. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on s'était dit que c'était bien de reparler un petit peu du département parce que je sais que voilà, les réseaux, ça bouge, il y a des nouveaux, des nouvelles. Donc, voilà, c'était aussi le moyen de nous présenter et puis un peu rappeler comment on fonctionne au ministère. Donc, je suis Béatrice Noël, je suis la chef du département défis sociétaux et environnementaux. Donc, c'est un département, en fait, qui est au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et en fait, qui est rattaché à 2 directions générales, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Donc là, c'est tout ce que on suit, les établissements, universités, écoles. Et puis, on est aussi rattaché à la direction générale de la recherche et de l'innovation. Donc, on suit aussi tout ce qui est organisme de recherche, EPST, donc par exemple CNRS, mais aussi EPIC, CEA, et aussi Fondation, Institut Pasteur, Institut Curie. Voilà, donc on a une diversité d'acteurs. Alors, ce que je voulais vous redire aussi, c'est que diversité d'acteurs, ça fait que, j'en reparlerai peut-être après, mais de dire qu'en fait, on a un axe, enfin, on traite des questions enjeux environnementaux, vous allez dire, et sociétaux. Donc, vous voyez que c'est assez large. Là, on va focaliser sur la journée égalité. Donc, je présente à la fois, donc dans mon département, j'ai un adjoint qui devait être là, Jean-Michel Mancé, mais qui est au fond de son lit. Mais j'ai quand même 2 représentantes, donc Julie Guerrero qui est sur les questions de plutôt violences sexistes et sexuelles, et puis Yona Guetta qui est plus sur les questions égalité femmes-hommes, mixité des filières et des métiers. Et puis j'ai aussi Samuel qui est on voit pas très bien avec qui est plus sur les questions racisme, antisémitisme, discrimination et aussi laïcité. Voilà. Donc notre département, peut-être la suite, je voulais vous rappeler, enfin vous indiquer comment on fonctionnait. Quand on parle du ministère, on a l'impression un peu, c'est la tutelle, c'est un peu descendant. Et vraiment, c'est ce que je voudrais vous dire, c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit en fait notre mode de travail, notre mode d'organisation. On s'appuie vraiment sur vous, sur la CPED, sur les conférences. On est plutôt vraiment sur la travail en coordination de différents acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs sur l'égalité, à la fois institutionnels, le Haut Conseil à l'égalité, le Défenseur des droits, enfin tous ces, voilà, on est dans un environnement assez riche qui nous permet en fait au ministère de construire
les politiques publiques. Et typiquement, par exemple, quand on va reparler du plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pas un plan qu'on a créé comme ça dans nos bureaux. C'est quelque chose qu'on a construit avec vous, qu'on a construit en auditionnant énormément d'acteurs. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la richesse du travail et vraiment l'intelligence collective. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est notre mode de fonctionnement, c'est aussi de créer des outils. On a bien conscience que ces politiques-là, elles sont complexes, hein, et que les établissements se retrouvent souvent démunis. Et nous, vraiment, c'est aussi ça, aussi notre ADN, c'est de vous accompagner, bon, autant qu'on peut. Hein. Nous aussi, on bricole aussi, hein, on n'a pas toujours les moyens, mais en tout cas, c'est de créer des outils, des fiches réflexes, voilà, et puis des campagnes de communication. Enfin, voilà, essayez de vous donner des outils qui, au lieu de chacun faire de son côté, eh bien, nous, on vous met à disposition des ressources et bien sûr, des ressources qu'on a souvent faites parce que vous nous avez inspirés. Voilà. Je crois que c'est ça. Et puis, pour revenir sur le réseau, effectivement, je me souviens très bien qu'en 2017, on avait organisé la journée à Nice et c'était ma première journée que j'animais. Enfin, je devais clôturer la journée. Je me rappelais, je devais faire une synthèse. C'était un peu stressant. Et j'ai vraiment la joie d'être là de nouveau ici et voilà, de porter ces sujets-là parce que c'est passionnant. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole à Yona. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie moi aussi de vous retrouver, d'autant plus que moi aussi, c'est la première journée que j'organise et je voulais juste dire un petit merci au comité d'organisation pour toutes ces heures de visio qui deviennent réalité. Je vous propose dans un premier temps de revenir sur un point un peu technique, un peu barbant, mais je pense que c'est important qu'on le fasse aujourd'hui parce que c'est l'occasion rêvée, revenir un peu sur les modalités de suivi et d'évaluation des plans d'action qui nous concernent tous ici aujourd'hui et vous faire peut-être un deuxième point sur une actualité assez riche et on en est très fiers sur les actions portées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre de la mixité des filières. Quelques mots d'abord pour revenir rapidement sur le contenu et l'élaboration des plans. Vous le savez, c'est la loi du 6 août 2019 qui avait rendu obligatoire l'élaboration de ces plans. Et juste quelques rappels qui seront utiles notamment pour l'élaboration des prochains plans. Et oui, on y est déjà. Quelques points. La durée des plans, en effet, ne pouvait excéder 3 ans. Il devait contenir obligatoirement 4 axes. Donc 4 axes. Vous les connaissez, l'analyse et le traitement des écarts de rémunération, l'égal accès au corps, grade et responsabilité, l'articulation des temps de vie et bien évidemment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Évidemment, nous avons eu la joie de découvrir que certains établissements avaient pris la liberté d'ajouter des axes, notamment relatifs aux usagers, donc aux étudiants, parfois à la communication du plan et un axe qui est tout particulièrement de mise aujourd'hui, la prise en compte du genre dans la recherche. Un autre point, les plans devaient contenir des données sexuées issues du rapport social unique, chiffres qui sont centraux dans la mise en évidence notamment des inégalités et donc du passage à l'action, mais aussi des indicateurs de réalisation, c'est aussi très important, et un calendrier de mise en œuvre. Le passage devant les instances représentatives du personnel est obligatoire, je le rappelle, et le plan d'action doit être rendu aux agents accessible, notamment par voie numérique. Et sachez que pour nous aussi, c'est très important parfois de pouvoir retrouver en quelques clics vos plans d'action pour le passer à des chercheurs, pour le passer à des personnes qui le demandent. Pardon. On aime bien le rappeler parce que c'est quand même un beau chiffre. C'est 100% des établissements qui ont transmis leur plan d'action au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2021. Et 100%, c'est 180 établissements sous notre tutelle, 12 statuts. C'est un peu pour vous rappeler la diversité des statuts de nos établissements et aussi ce qui fait toute la richesse de la communauté de l'enseignement supérieur.
Le suivi maintenant, donc nous rentrons un peu là c'était un peu ce que vous saviez déjà, mais là on rentre un peu dans le dur. Donc un suivi qui est organisé à 2 échelles, on l'a dit au niveau des établissements parce qu'il y a des indicateurs de suivi, parce qu'il y a parfois des comités de pilotage, des comités de suivi, et donc c'est très important que les établissements puissent eux-mêmes aussi assurer le suivi. Ce suivi se fait aussi par la rédaction de rapports annuels d'état d'avancement qui doivent être soumis aux comités sociaux des établissements et pour les universités qui doivent être approuvés par le conseil d'administration. Une autre échelle, le suivi institutionnel qui se partage à la fois entre le ministère et le HCERES, donc le Haut Conseil d'évaluation de la recherche, puisque au ministère, nous avons pérennisé, nous avons continué à réunir notre comité de suivi des plans d'action. La dernière fois que nous les avions réunis, c'était notamment pour présenter ces modalités-là. Et au niveau du HCERES cette fois, parce que les rapports d'état d'avancement qui sont rédigés par les universités, entre autres, doivent être remis au HCERES chaque année. Cette fois, les modalités d'évaluation, où là aussi, c'est un peu la nouveauté de ces modalités, c'est que le HCERES a une très grande place dans l'évaluation de ces plans, puisque c'est la LPR qui a consacré un nouveau rôle au HCERES, c'est d'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, c'est en effet intégré au circuit traditionnel d'évaluation, ce que nous, on trouve très intéressant parce qu'on l'a dit, c'est les plus en marge des questions des établissements, c'est vraiment quelque chose d'intégré. Donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Mais ça pose quand même quelques questions d'organisation, d'articulation avec le HCERES. Évidemment, le ministère continue ce rôle de suivi, d'accompagnement des établissements comme il l'a fait tout au long de la remontée des plans, mais c'est vraiment le HCERES qui va être chargé de cette évaluation-là. Se pose alors quelques questions, la question du périmètre, parce qu'en effet, tous les établissements qui remettent des plans d'action ne sont pas évalués par le HCERES, c'est notamment la question des académies, la question des CROUS aussi, donc ça c'est encore des questions auxquelles nous essayons de répondre en accord avec le HCERES. La question de la temporalité. Les plans sont de 3 ans, nous l'avons dit, mais les vagues d'évaluation du HCERES sont de 5 ans. Donc, il y a aussi la question de l'articulation avec cette temporalité-là. Et en effet, enfin, le plus important, le référentiel d'évaluation sur ces questions d'égalité. Donc, là, nous accueillerons tout à l'heure le secrétaire général du HCERES qui va intervenir lors de la première table ronde animée par Didier Chavrier. Et donc, nous espérons apporter aussi un peu plus d'éclairage sur cette question. Nous passons à la remontée des prochains plans d'action. Eh bien oui, parce que nous en sommes déjà là. Donc, attention, là aussi, ça va être un peu technique parce qu'il y a 2 têtes clés à retenir. Le premier moment, la première temporalité, elle s'ouvre 6 mois avant l'échéance de votre plan d'action actuel. Qu'est-ce qui se passe 6 mois avant? C'est l'ouverture des négociations préalables devant les organisations syndicales. Et donc, c'est le moment où on va commencer à élaborer le prochain plan. Donc ça, c'est 6 mois avant l'échéance du plan d'action. Je vais faire par date parce que même moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre ces temporalités-là. Imaginons que votre plan d'action, vous l'avez adopté en juillet 2021. Il a une échéance donc 3 ans après, juillet 2024. Vous devrez ouvrir cette négociation 6 mois avant juillet 2024, donc en janvier 2024. J'espère que tout le monde me suit. Maintenant, la transmission de ce plan d'action au ministère, quand doit-elle se faire? Eh bien, c'est 1 an après l'échéance du précédent plan d'action, pardon. On reprend la date du juillet 2024. 1 an après, c'est 2025. Et la date, c'est toujours avant le 1er mars de l'année. Donc, c'est les plans, s'ils ont une échéance en 2024, c'est la majorité de tous les plans d'action, ils devront être transmis avant le 1er mars 2025. La bonne nouvelle, c'est que évidemment, je reste à la disposition de tous les établissements pour redire ces dates et pour m'adapter à l'échéance de vos plans d'action et qu'un courrier est en train d'être envoyé aux présidences d'établissements pour évidemment rappeler ces modalités-là. Désolée pour ce point technique, nous passons aux bonnes nouvelles. Donc, sur l'état de la mixité dans l'enseignement supérieur et la recherche, vous le savez, nous avons à cœur d'améliorer notre connaissance sur l'état de la mixité et en assurer le suivi. Nous publions chaque année une brochure intitulée « Les chiffres clés de l'égalité ». Et cette année, nous avons eu la joie, avec notre service statistique, d'enrichir cette brochure d'indicateurs, notamment sur l'état de la mixité dans les filières STEAM. Donc, on va beaucoup en parler aujourd'hui, donc il me semblait important de le rappeler. Donc, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et nous avons pu enrichir cette brochure, ce qui fait que nous améliorons un peu notre connaissance plutôt de la sous-représentation de ces femmes dans ces disciplines, ce qui nous permet d'agir, ce qui nous permet de reprendre ces éléments-là pour partir du constat et passer à l'action.
Parlons aussi de chiffres, cette fois fournis par les établissements, puisque ce sera l'objet de la loi du 24 décembre 2021 de la loi RIC 5, je vais un peu vous détailler tout à l'heure, où là, les établissements, à leur tour, devront publier des indicateurs sexués dans un enjeu de transparence, notamment pour les étudiants, mais pour toute la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi pour nous, pour avoir plus de transparence sur qui compose vos filières en termes de rapport femmes-hommes. Et enfin, toujours dans cette idée, cette fois, une approche plus qualitative de connaître l'état de la mixité, nous avons, dans la continuité du groupe de travail sur les freins aux carrières des enseignantes-chercheuses, un groupe de travail sur, cette fois, les personnels d'appui à la recherche, donc personnels que nous appelons joliment les BIATS. Et ce groupe de travail a pour vocation à étudier l'état de la mixité dans ces filières, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, il y a des représentations très genrées dans certaines disciplines scientifiques, mais c'est aussi le cas dans les personnels d'appui à la recherche. On ne va pas retrouver la même proportion d'informaticiens, d'informaticiennes que de bibliothécaires, par exemple, de personnel en gestion et pilotage. Donc, c'est aussi un enjeu très important parce que ce n'est pas des personnels à laisser de côté dans ce monde-là. Ils participent totalement à cet écosystème. Un petit focus, je vous le disais, sur la loi RIC 5, je vais faire rapidement. Vous le savez, c'est une loi qui a été portée par la députée Marie-Pierre Rixain tout au long de l'année 2020. Et elle avait vraiment la vocation de porter une loi qui visait vraiment à accélérer, maintenant à passer un peu la vitesse supérieure en termes d'égalité professionnelle et économique. Et cela, elle a formé autour de 3 axes, évidemment, qui sont moteurs pour cette égalité professionnelle et économique. Les formations scientifiques et technologiques, c'est là où ça nous concerne. La vie des entreprises et leur direction, l'accompagnement vers l'entrepreneuriat, qui est aussi très important. Et le ministère avait été impliqué dans les travaux parlementaires. Quel impact maintenant dans l'ESR? Donc, nous devons rédiger 3 décrets. 3 décrets qui concernent 3 champs différents. Ces décrets seront publiés en décembre 2023, donc nous avons toute une année de travail derrière nous. Un premier décret qui va concerner les classes préparatoires aux grandes écoles, élément déterminant parfois dans les parcours des étudiants. Et donc, ces classes préparatoires aux grandes écoles devront publier des indicateurs sexués sur la composition de leurs classes préparatoires, parce que là aussi, nous avons des classes préparatoires littéraires très féminisées, biologie très féminisée, et après, dès que ça nécessite un peu plus les doublettes maths renforcées et physique, on a beaucoup moins de femmes, en sachant que dès le baccalauréat, on a environ 34% de femmes qui choisissent cette doublette-là. Donc, il y a vraiment un enjeu à faire apparaître qui choisissent les prépas aujourd'hui. Un deuxième décret avec un champ d'application cette fois beaucoup plus vaste puisqu'il concerne l'ensemble des formations diplômantes. En plus de publier des indicateurs, elles devront publier aussi les actions qu'elles mettent en œuvre pour justement réduire ces inégalités-là. Donc, ça va être aussi très intéressant pour les universités, pour les établissements, d'avoir ce moyen-là de mettre en avant toutes les actions, je suis sûre, qu'elles font déjà pour leur public étudiant. Un dernier décret pour les organismes de recherche cette fois, la même logique, des indicateurs sexués et pareil des actions. Et là, évidemment, pour ne pas reproduire l'existant, il y aura des articulations à trouver avec le rapport social unique, à trouver avec les plans d'action et aussi, pour ce qui est des précédents décrets, à travailler avec Parcoursup, à travailler avec la plateforme Mon Master pour qu'évidemment, cet enjeu de transparence soit vraiment amené jusqu'à l'étudiant et l'étudiante. Nous passons maintenant aux actualités qui nous concernent sur la mixité, les actions qui sont portées par le ministère pour la mixité dans l'enseignement supérieur et la recherche. 2 actualités, Première ministre, donc c'est vraiment des enjeux qui sont portés au plus haut niveau du gouvernement, et on en est très fiers. La première, c'est lors de la cérémonie du prix Rengelo Curie que nous avions faite au CNAM en février 2023. La Première ministre était là. Et c'est Sylvie Retailleau, aux côtés de Pape Ndiaye et Isabelle Rome, qui avait annoncé à la rentrée le lancement d'assises pour l'attractivité des filières scientifiques. Donc, première annonce sur le sujet, sur la mixité des filières de cette année-là. C'était déjà un moment très important et nous étions déjà au travail pour voir comment nous allons se saisir de cette occasion pour parler de la mixité des filières. Un deuxième événement qui a eu lieu le 8 mars 2023, qui là aussi était un moment très important puisque tous les ministères ont porté ensemble un plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas tout le temps que professionnel.
avec 4 axes, la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé des femmes, l'égalité professionnelle et économique et la culture de l'égalité. Et évidemment, le ministère pilote des actions, notamment dans le cadre de la santé. C'est le sujet un peu de la thématique aujourd'hui. Nous portons des actions, notamment pour la recherche de l'endométriose. C'est un projet qui est porté par l'INSERM. Et dans l'axe culture d'égalité, nous avons eu la joie de découvrir un certain nombre de mesures qui concernent la mixité des filières, des forums, mettre en place le mentorat. Et nous avons une mesure qui nous tient tout particulièrement à cœur, qui a été annoncée lors de lors de Vivatech, donc la semaine dernière, donc c'est vraiment de l'actualité toute fraîche, le lancement du programme Tech pour toutes, qui est lancé pour le moteur de la féminisation dans la tech. Je rappelle des chiffres qui maintenant vont devenir un peu des mantras, mais ça montre l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui, seulement 27% de femmes évoluent dans les métiers du numérique en France et 15% dans ceux de la tech. Et donc, c'est le lancement d'un programme pour accompagner 10 000 jeunes filles à l'horizon 2026 dans ces filières-là. Donc, évidemment, nous travaillerons en appui des associations, des fondations d'entreprises pour essayer d'articuler l'existant et pour permettre un passage à l'échelle. Un dernier mot maintenant sur l'engagement du ministère au niveau européen, parce que c'est quand même important et c'est quand même pour faire la transition avec la journée. À savoir que notre direction des affaires européennes et internationales organise des webinaires. Donc, ce webinaire-là est encore en ligne. Allez le voir, notamment dans la suite de cette journée pour vraiment vous rafraîchir les idées sur les Gender Plan Equality, les critères d'Horizon Europe. C'est vraiment très bien détaillé, c'est pédagogique. Donc, je vous encourage à aller voir ce webinaire-là qui est en ligne. Ensuite, avec Julie, nous participons au groupe de travail de l'action 5 de l'espace européen de la recherche qui vous avait été présenté la dernière journée par Anne Pépin. Et c'est un groupe de travail donc, au niveau européen sur les questions d'inclusivité et d'égalité. Et enfin, nous participons aussi à des groupes de travail qui sont beaucoup plus larges, une coopération internationale, un dialogue multilatéral. On peut avoir la Chine à la table, par exemple, pour évidemment porter la voix de la France et montrer ce que fait la France en matière d'égalité et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà, je ne vais pas être plus longue et je passe la parole à ma collègue Julie. Ah oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui sous le soleil de Nice. Je vais continuer à vous assommer d'informations, mais je vous promets que je vais être assez rapide et puis après, de toute façon, on aura un temps d'échange si on a encore quelques minutes. Moi, je voudrais vous parler évidemment du fameux plan national de lutte contre les VSS qui a été lancé en octobre 2021 par la ministre. Vous rappelez, pour les personnes qui n'auraient pas assisté à la journée l'année dernière ou qui viendraient d'arriver, le contexte de ce plan et ses grands enjeux. Vous parlez aussi de où on en est concrètement, comment on avance depuis maintenant 1 an et demi. Et puis, évidemment, vous évoquez quelques perspectives à venir pour l'année 2023, 2024, 2025, puisqu'il se poursuit jusqu'en 2025. Alors, sur le contexte, pour vous rappeler que ce plan, il est issu d'une affaire qui a fait retenti médiatiquement et socialement dans l'enseignement supérieur et la recherche, l'affaire Sciencsport, qui a déclenché le lancement d'un groupe de travail par notre ancienne ministre Frédérique Vidal, groupe de travail qu'on a mené en partenariat avec le ministère de l'égalité femmes-hommes, qui est partenaire de ce plan, et les 4 conférences. Et donc, on a auditionné, comme le disait Béatrice, dans une perspective de démarche collective, une vingtaine de structures, alors d'autres ministères, des associations étudiantes, des associations de personnel, des organisations représentatives. Et c'est ces auditions qui ont permis d'élaborer ce plan national qui a un objectif, franchir une nouvelle étape dans la lutte contre ces VSS et infuser un changement des pratiques et des comportements à tous les niveaux, de la communauté étudiante jusqu'aux gouvernances d'établissements et même jusque dans notre propre institution au ministère. Vous rappelez que ce plan, il est pluriannuel, il porte sur la période 2021-2025 et donc nous l'avons pensé en 4 axes principaux. Parfait. Un premier axe sur la sensibilisation et la formation massive de toute la communauté, un deuxième axe sur le renforcement des cellules d'écoute, aussi appelées dispositifs de signalement, qui sont mis en place par les établissements. Un troisième axe sur la communication sur les VSS, à la fois au niveau local et au niveau national. Et un dernier axe sur la valorisation de l'engagement et des initiatives des étudiantes et des étudiants et des personnels sur ces sujets. Un élément important, on a un budget qui est inédit sur le sujet des VSS. On a un budget depuis 2021, alors au départ de 7 millions d'euros sur 5 ans, qui a été doublé à l'occasion des 1 an du plan par la ministre Sylvie Retailleau en octobre dernier. Donc nous sommes passés à 3,5 millions d'euros par an jusqu'en 2025. Et ce plan, il fait l'objet d'un suivi rapproché par un comité de pilotage qui est composé des membres du groupe de travail et désormais aussi de nos collègues du ministère de la Culture qui se sont intégrés à ce comité.
Alors, un rapide point d'étape sur les différents axes. Vous parlez déjà des sessions de formation qu'on mène en partenariat avec le réseau VSS Formation. J'en profite pour saluer les formatrices et Justine Azoz qui nous aident beaucoup dans la coordination de ces sessions. Et on travaille aussi avec le réseau Jurisup. Pour vous donner quelques chiffres, depuis octobre 2021, avec ces deux réseaux, on a réalisé 48 sessions et on a pu former plus de 1200 personnes. C'est important de le souligner. C'est des journées de formation complètes de 7 heures. C'est des journées intenses, mais qui sont vraiment très qualitatives et qui permettent aux gens aussi de se rencontrer puisqu'elles se déroulent à Paris. On a une pluralité d'établissements qui sont représentés, les gens échangent et je crois que c'est vraiment très précieux pour chacun et chacune. Et puis, en parallèle de ça, on a aussi des sessions qui sont proposées par l'Inspection générale et la mission permanente sur les VSS. Je ne sais pas si parmi vous, certains et certaines d'entre vous y ont assisté, mais sur les enquêtes administratives internes et sur un nouveau module décideur, on a eu, il me semble, 4 sessions réalisées depuis 2022. Et donc, toutes ces sessions, au niveau national, elles ont permis de former un peu plus de 2000 agents. Et bien sûr, elles viennent en complément des sessions qui sont proposées dans les établissements eux-mêmes. Donc, on en est très fiers. Rappeler aussi le développement du module de l'IMT Atlantique. J'en profite pour saluer Sandrine Vaton et tout son travail sur ce module, un module qui a été soutenu financièrement par le ministère dans le cadre du plan, qui est mis à disposition, ça y est, de tous les établissements publics et privés qui disposent d'une plateforme Moodle et qui permettra de former leur communauté étudiante à partir de la rentrée. Et pareil, il me semble que c'est la CPED qui recense les demandes si vous êtes intéressés, donc vous pourrez avoir toutes les informations à l'issue de la présentation. Vous parlez aussi de la fiche réflexe, je vous ai mis une image sur la diapositive. Cette fiche réflexe, elle a été créée pour les victimes et les témoins de VSS. Elle permet de rappeler dans les grandes lignes comment réagir en cas de situation de VSS, vers qui se tourner, avec des contacts d'urgence et des contacts d'associations partenaires notamment, la mention des dispositifs de signalement et puis en quelques lignes ce que peuvent faire les établissements en termes de procédures disciplinaires. C'est un outil qui est disponible sur le site du ministère et je vous invite vraiment à vous en saisir, voire à l'adapter selon les spécificités de vos établissements. Ça fait partie des ressources qu'on met à disposition, comme le mentionnait Béatrice au tout début. Sur l'axe 2, du coup, renforcement des dispositifs. Donc, je vous le disais, une mission permanente sur les VSS qui a été nommée au sein de l'IG. Donc, Christa Gillard et Patrick Ella, ils ont un rôle d'appui, de conseil et d'expertise pour les établissements sur tout ce qui est procédure et non pas situation individuelle. Mais ils ont déjà reçu plus de 100 sollicitations en 1 an et demi, ce qui témoigne vraiment de leur rôle précieux, je crois, sur certaines situations compliquées. Vous mentionnez évidemment les 2 appels à projets qui ont été lancés en 2021 et en 2022. Au total, on a eu plus de 180 candidatures, un peu moins de 100 projets soutenus, 750 000 € versés en 2021, 950 000 € versés en 2022. Comme l'avait annoncé la ministre Sylvie Retailleau, il n'y aura pas d'appel à projet pour l'année 2023, mais je vous mentionnerai les perspectives à la fin de la présentation. Il y a un peu de suspense. La création de relais entre les dispositifs et les structures nationales d'accompagnement des victimes. Alors là, l'idée, c'est de créer des ponts entre les associations qui sont spécialisées dans la lutte contre les violences et les établissements d'ESR, avec l'idée d'un partage de bonnes pratiques d'expérience pour venir en aide aux victimes dans l'enseignement sup. Et donc, on a fait une convention de partenariat avec la FNCIDFF. Et donc, les CIDFF se tiennent aussi à disposition des établissements qui souhaitent se tourner vers eux pour accompagner notamment les victimes sur le plan médical, psychologique et juridique. On a organisé d'ailleurs un webinaire là-dessus en mars 2023. Vous étiez nombreuses et nombreux. On avait présenté certaines initiatives, notamment en Franche-Comté et à Toulouse, et je crois que c'était vraiment utile pour toutes et tous. Et puis, on a évidemment ce partenariat avec l'association En Avant Toutes, qui est une association nationale qui a un chat qui s'appelle Comment on s'aime, qui s'adresse au public des 16-25 ans. Et donc, on va lancer un partenariat à la rentrée avec elle et eux pour faire en sorte qu'il y ait un espace numérique pour la communauté étudiante sur leur site Comment on s'aime. Et l'idée, c'est, on part du constat que les étudiants et étudiantes parfois ont un peu de réticence à se tourner vers le dispositif de leur université, alors pour plusieurs raisons, la défiance institutionnelle, parfois des conflits d'intérêts avec les membres de la cellule ou avec l'établissement, parfois des établissements de très petite taille. Et donc l'idée, c'est de sortir l'écoute, de proposer une autre porte d'entrée qui ne vient pas en concurrence des dispositifs, mais qui vient juste compléter ce qui est déjà offert par les établissements et pour qu'ils puissent avoir cette écoute par des travailleurs sociaux et des psychologues spécialisés dans la lutte contre les violences qui auront été formés aux spécificités de l'ESR et qui pourront rediriger les étudiantes et étudiants vers les dispositifs des établissements. Je vous en parlerai aussi ensuite. Un 3e axe sur la communication locale et nationale. Alors évidemment, la cartographie nationale des cellules d'écoute qui permet d'avoir tous les contacts de toutes les cellules qui est actualisée régulièrement. La création d'une page ressources. Alors, l'idée, c'était de centraliser tous les outils, les guides qui sont mis à disposition par le ministère, mais aussi les contacts des associations partenaires, les contacts d'urgence, le
le cadre légal et réglementaire. On a aussi une foire aux questions. Et donc, cette page, on la diffuse au maximum et on est d'ailleurs preneur et preneuse d'éventuelles ressources complémentaires, si vous en avez, pour nourrir cette page ressources. Vous mentionnez évidemment, et on a aussi l'image sur la présentation, la campagne de communication qui a été lancée en octobre 2022, qui s'appelle « Sans oui, c'est interdit », qu'on a eu le plaisir de créer avec l'association Sexe et Consentement. Et on avait aussi une campagne média Combini qui a fait 3,5 millions de vues sur les réseaux sociaux en 6 mois. Donc, c'était la première fois qu'on faisait un partenariat avec Combini. On était très heureuse de le faire. Et donc, je crois que cette campagne a eu plutôt un bon écho dans les établissements. Et donc, on vous invite encore à la diffuser. Et en complément de cette campagne, pour changer un peu, pour changer l'affichage de temps en temps, on a aussi soutenu une campagne nationale de communication de la FNCIDFF qui s'appelle « Ne reste pas seul ». Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler et qui est aussi disponible sur cette fameuse page ressources et dont vous pouvez vous saisir pour l'afficher dans tous les lieux de votre établissement, y compris les toilettes, parce que ça marche toujours très bien. Un dernier axe, enfin, et après je vous laisse tranquille, sur la valorisation de l'engagement des étudiants et des personnels. C'est un axe qui nous tient à cœur parce qu'on part du constat et du principe que l'action des étudiantes et des étudiants, notamment au sein des associations militantes dans les établissements, elle est très importante. C'est parfois cette action qui a permis d'initier une première dynamique sur le sujet de la lutte contre les VSS. Et donc, ça nous tenait à cœur de valoriser leurs actions. Et donc, on a lancé 2 campagnes de financement, une en 2022 et une cette année en 2023, pour toutes les associations étudiantes, mais aussi de personnel, qui avaient des projets sur la lutte contre les VSS et aussi sur l'égalité professionnelle et la mixité des filières avec une idée transversale de ces sujets. Et donc, en 2022, on avait soutenu 35 initiatives à hauteur de 350 000 €. Cette année, on a reçu 65 candidatures, donc ça révèle vraiment l'engagement des associations sur cette thématique. Et les résultats sont à venir, je ne peux pas vous les donner maintenant, mais ça arrive dans quelques semaines. Et en tout cas, on est vraiment très heureuse d'avoir poursuivi cette campagne. Et puis, vous mentionnez juste l'intégration des enjeux de VSS et de discrimination dans une circulaire. C'était important aussi pour nous que ces enjeux soient inscrits partout, dans le maximum de documents possibles, de circulaires, de décrets, etc. Et donc, la circulaire sur l'engagement étudiant, elle intègre maintenant les questions de VSS et de discrimination. Alors, au niveau des perspectives, donc quelques perspectives, on pourra revenir dessus au moment des échanges. Donc, l'annonce des résultats de la campagne de financement pour les associations, ça arrive dans les semaines à venir. Le lancement des prochaines dates de journées de formation nationale, puisqu'à chaque fois, elles sont complètes, elles ont beaucoup de succès. Donc, on va refaire de nouvelles dates à partir de septembre avec VSS Formation Juris-Sup. Et on va aussi faire de nouveaux webinaires de formation avec les IG sur les enquêtes administratives et sur le rôle des décideurs en termes de VSS. La mise à disposition, évidemment, du module en ligne de l'IMT Atlantique qui pourra être diffusé dès la rentrée prochaine. Le lancement du projet en partenariat avec En Avant Tout. Donc, comme je vous le disais, c'est le lancement de l'espace numérique. Il y aura aussi une tournée de l'égalité qui va être organisée par l'association. Et donc, c'est des éléments sur lesquels on communiquera dans les prochains mois. La création d'une fiche réflexe pour les gouvernances. Alors ça, c'est quelque chose qui a été très demandé, notamment par les présidences d'universités, directions d'école. L'idée d'avoir, sur le modèle de la fiche réflexe pour les victimes et témoins, une fiche qui retranscrit que faire, en fait, comment réagir en cas de situation de VSS en tant que gouvernance, quelles sont les mesures à prendre. Et donc ça, c'est un gros travail qu'on va faire en lien avec les IG. Et puis, je pense qu'on aura aussi besoin de l'aide du réseau VSS Formation, parce que c'est difficile de synthétiser ce que doit faire une gouvernance face à une situation de VSS. Mais voilà, c'est un projet qu'on aimerait lancer aussi à la rentrée. Je pense qu'il va être utile pour les établissements. On communiquera aussi autour des projets, de tous les projets qu'on a soutenus entre 2021 et 2022, à la fois les projets d'établissement et les projets d'association. J'ai déjà remonté la majorité des rapports d'activité des projets de l'AAP 2021. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant ce que vous avez fait au sein de vos établissements, de valoriser ça, de montrer aussi qu'il y a des choses qu'on peut peut-être mutualiser, notamment des livrables, des guides, des outils. Et donc ça, ce sera aussi lancé à la rentrée prochaine. Et puis, bien sûr, des réflexions qui sont en cours sur l'utilisation du budget supplémentaire que nous avons obtenu pour l'année 2023. À ce stade, c'est des réflexions puisque ça prend du temps, mais l'idée, c'est de renforcer les équipes des services déconcentrés, donc des rectorats, pour venir en aide aux établissements sur tout le territoire, avec l'idée de créer des postes de coordination placés à l'échelle de la région qui coordonneraient à la fois les actions des établissements, mais aussi les procédures de signalement et de traitement des VSS
process où on sait que parfois, il y a notamment besoin de moyens humains pour réaliser les enquêtes administratives internes, qui sont un sujet central. Et donc, l'idée, voilà, c'est de venir en accompagnement de ces établissements, de couvrir tout le territoire et de les accompagner au mieux dans le traitement des situations. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne continuation dans cette journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ces présentations très claires. On va vous proposer un temps d'échange de 5 petites minutes. Si on veut aller au bout du programme ambitieux de la journée, je vais vous demander des prises de parole rapides avec des questions concrètes, sachant que les représentantes et représentants du ministère seront là toute la journée et la soirée pour avoir des échanges, répondre à vos questions, etc. Donc, tout ce qui ne pourra pas être posé maintenant pourra être posé plus tard. Je vous en prie. C'est le micro numéro 2 pour la régie. C'est pour la visu. En attendant que ça fonctionne, je vous rappelle pour les personnes à distance qui peuvent télécharger l'application Slido avec le code 2393214 pour poser leurs questions qui seront posées par Véronique. Bonjour. Merci. Donc Céline Guibaudot de Sorbonne Université. Est-ce que vous pouvez revenir sur le calendrier pour le prochain plan d'action? Parce que je croyais avoir compris et j'ai pas tout compris, je pense. Merci. Je le savais. Parce que pour, par exemple, un plan qui aurait une limite en mars 2024, de le transmettre au ministère en 2025. Mars 2025. Ouais, la limite, ça m'interroge. évidemment, je vais le donner dès qu'il est prêt. Hein. Mais la limite, c'est toujours, il faut retenir cette date, c'est toujours avant le 1er mars de l'année. Donc, avant le 1er mars 2025. Et pour commencer à en parler devant les organisations syndicales, d'ouvrir les négociations, de faire le point, l'heure des bilans, etc., c'est 6 mois avant l'échéance de votre plan d'action actuel. D'accord. Et c'est de faire le bilan du plan actuel devant les organisations syndicales ou c'est de déjà commencer à parler du prochain plan d'action? C'est parler du prochain plan d'action, en sachant que les bilans, et ça c'est une information qui est peut-être passée à la trappe, les bilans des rapports doivent se faire chaque année. Chaque année, à la date anniversaire du plan, vous devez avoir fait le bilan. Ça peut se faire très facilement, hein. Ce n'est pas besoin d'être un grand rapport, faire le point en fonction des indicateurs, en fonction du calendrier, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui reste à faire. Okay, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Françoise Fichant, vice-présidente responsabilité sociale Nantes Université. Merci pour tout ce travail, merci pour ces présentations, même si c'est vraiment important. Merci aussi à l'SCPED pour un réseau qui fonctionne vraiment très très bien, comme vraiment beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui sont faites. Merci donc à tous. Je voudrais juste peut-être un petit signalement, un petit témoignage. L'année dernière, à Nantes Université, on a eu le congrès français de mécanique qui s'est tenu. Il m'avait demandé d'être animateur d'une table ronde, animatrice d'une table ronde. Pour la première fois, il posait la question sur ce congrès français de mécanique de la place des femmes dans les sciences. Et il y a eu un témoignage d'une femme ingénieure qui allait faire, d'origine marocaine, qui avait dû déjà se bagarrer pour faire, auprès de sa famille, pour faire des études supérieures, entendant son père lui dire les études supérieures, ça sera pour ton frère. Donc, elle se bat, elle obtient une bourse pour faire ses études en France, devient ingénieure, docteur, a un super job à Toulouse, dans l'aérospatiale, etc. Et en plus, elle fait des témoignages dans les lycées et collèges. Et dans le cadre de ces témoignages, elle a la surprise, donc elle se déplace pour dire faites des sciences, vous aurez des métiers super, passionnants, vous irez faire tout. Et la surprise, et c'est pour ça que tous les débats doivent être vraiment très globaux, on parlait du handicap tout à l'heure, c'est vraiment très général, l'inclusion générale. Elle a la surprise d'entendre des jeunes filles lui demander, non pas est-ce qu'il vaut mieux que j'aille vers l'université ou vers des écoles d'ingénieurs privés, etc. Est-ce que je dois aller vers les maths, ça m'intéresse pas ou ça. Des jeunes filles lui dire, mais à quoi ça sert de travailler?
Pourquoi travailler? Je peux me marier, c'est mon mari qui travaillera, je peux éventuellement aller vers Pôle emploi. Et elle est tombée de sa chaise, presque littéralement, elle qui s'était vraiment battue, et c'est une jeune femme, hein, et d'entendre donc vraiment des jeunes filles lui dire bah, ouais, mais pourquoi aller travailler? C'est même plus la question pourquoi faire des études, pourquoi faire des sciences, etc. Et donc, je lui avais demandé de faire ce témoignage aussi sur la table ronde, Congrès français de mécanique. Là aussi, les gens étaient tombés un petit peu de leur chaise. Donc voilà, c'était juste, je m'excuse, je sors un tout petit peu du sujet. C'est passionnant tout ce qu'on fait. Et on l'a dit, c'est vraiment très, très bien tout ce que vous faites, toute l'énergie que vous déployez. Mais c'est l'inclusion aussi sociale. Il faut ne pas oublier tout au fond, dire parfois on part de très, très loin encore et on aura, comme l'a dit tout à l'heure le collègue, on sera pas au chômage, nous, en revanche. Merci beaucoup. Françoise, je ne sais pas si vous voulez réagir. Juste vous remercier pour ce témoignage. En effet, c'est une approche vraiment globale et je pense que ça fait le lien entre égalité professionnelle, mais aussi égalité économique, indépendance économique, aussi la question de la production technologique, le fait que les femmes prennent toute leur part dans la création des innovations de demain. Enfin, en effet, il y a plein d'enjeux qui gravitent autour de ça, mais évidemment, on ne doit pas oublier l'aspect l'aspect central, c'est le fait de travailler, c'est le fait que les femmes fassent des études. Et en effet, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup pour vos questions. On va vous proposer une pause jusqu'à 11h. Et attendez, ne vous levez pas tout de suite, comme des étudiants et étudiantes. Hein. Il y a Léa qui va vous expliquer toutes les superbes activités que vous allez pouvoir faire durant ces pauses. Encore un grand merci au ministère pour cette présentation. Merci beaucoup, Aude. Pour la pause, nous avons plusieurs options à vous proposer. Pour celles et ceux qui sont en ligne, vous allez recevoir le lien d'une exposition de l'Université Côte d'Azur, Femmes qui font bouger les lignes. L'objectif de cette exposition, c'était de mettre en lumière des femmes et leurs projets scientifiques d'excellence et de susciter des vocations. Donc, c'est des chercheuses de l'Université Côte d'Azur qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Elles nous ont invités dans leur labo. On a pu les prendre en situation d'exercice dans leur labo, d'expérimentation. Ça dépend, il n'y a pas que des femmes scientifiques, il y a aussi une chercheuse en art. Donc, on a eu plein de profils. On a des chercheuses de chez nous qui nous ont ouvert leurs portes. Donc, n'hésitez pas à aller voir en ligne pour celles et ceux qui ne sont pas avec nous. Et pour celles et ceux qui sont avec nous, je vais inviter Madame Olga Suarez à venir présenter une exposition de l'Observatoire Côte d'Azur. Et voilà. Oui. Bonjour. Et donc, ravi de pouvoir être ici pour vous présenter l'exposition qu'on va vous dévoiler. C'est une exposition, donc c'est un exemple de, on va dire, travail sur le terrain. Et moi, je m'occupe à l'Observatoire de la Côte d'Azur du service d'éducation et médiation scientifique. Et nous travaillons beaucoup avec des élèves, beaucoup avec des enseignants, avec la société. Et cette question d'égalité femmes-hommes dans la recherche, et notamment dans l'astrophysique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et notamment, l'exposition a commencé avec ces questionnements. Et moi, dans mes travaux de recherche en astrophysique, et je suis toujours entourée d'hommes. Et avec, il y a un sens statistique, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, il y a 18% des femmes avec des postes de recherche, donc soit à l'université, soit à CNRS, soit on a un corps particulier pour les astronomes. Donc évidemment, c'est normal qu'on soit entouré d'hommes quand on fait de la recherche en astronomie. Je me suis posé la question si dans l'histoire, moi dans mes études, j'avais entendu parler de 2 femmes uniquement en astronomie, et je me suis posé la question s'il n'y avait pas d'autres qui puissent donner un peu envie aux filles de faire des sciences qu'on appelle dures, hein, je mets tous les guillemets qu'il faut. Et oui, quand on s'est mis à creuser, on a vu qu'il y avait eu des femmes qui ont des histoires fascinantes, vraiment, qui peuvent être des vrais exemples dans des moments où l'égalité était vraiment, vraiment très loin. Donc, on a creusé, on a cherché des biographies de ces femmes, et pas que des femmes, parce que nous sommes un service d'éducation et médiation scientifique, c'est qu'on veut, c'est transmettre aussi la science. Donc, on a voulu mettre le contexte scientifique, et pour ça, on a mis aussi des hommes dans notre exposition.
on ne pouvait pas parler d'astronomie, de nos connaissances de l'univers, sans mettre en valeur les hommes qui ont posé le cadre, on va dire. On ne veut pas les exclure, c'est juste que dans cette exposition qui comporte 25 personnages, on a 19 femmes et 6 hommes. Donc, juste, on a inversé les proportions. Ça donne aussi un message. Ce n'est pas aller contre les hommes, c'est aller avec et mettre en valeur les femmes qui existent. Donc, je vous invite à la voir et je resterai ici pendant la pause si vous voulez passer. Il y a plein d'histoires, il y a plein de sciences aussi. Et pour accompagner cette expo, en fait, c'est venu avant. Pour essayer de mettre en valeur ces femmes, on a décidé de le faire d'une façon un peu ludique et on a construit un jeu de cartes. Et c'est un type timeline, je ne sais pas si vous le connaissez. L'objectif, c'est de mettre des cartes en ordre chronologique. Et donc, il n'y a pas que des femmes, il n'y a pas que des astronomes, il n'y a pas que des scientifiques. Il y a aussi un peu l'histoire des femmes, des droits des femmes. Il y a un peu histoire tout court pour ponctuer un peu les différents événements. Et c'est un jeu avec lequel on joue beaucoup, on l'utilise beaucoup avec les classes, dans des fédérations, etc. Et merci. Donc voilà, c'est celui-là. On le met à disposition de ceux qui pensent qu'ils vont l'utiliser. Et donc, vous pouvez demander à Léa, il y a un livret qui a toutes les biographies de toutes les femmes qui sont dedans. Et avec ces jeux, on s'est rendu compte que quand on fait jouer les élèves sans rien dire, donc le jeu s'appelle la prise chrono des pionnières de l'astronomie. Mais on n'est pas forcément, c'est pas forcément nécessaire de donner le titre. Quand on a joué, il y a 40 cartes, donc il faut réfléchir un peu, on les place et on fait jouer les élèves. Il y a un peu cette question concours. Et ils ne se rendent pas compte qu'il n'y avait que des femmes. Enfin, il n'y a pas que des femmes. Mais ils ne se rendent pas compte que le but, c'était de mettre les femmes en valeur. Et je pense que ça, c'est l'égalité. L'égalité, c'est le jour où on ne comptera plus. Et le jour où ici, dans un espace comme celui-là, on serait moitié-moitié. Et évidemment, tourner autour, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est notre petit grain de sable pour construire tout ce que vous êtes en train de construire. Donc je vous invite à visiter pour ceux qui veulent. Et voilà, je suis disponible. Merci beaucoup, Olga, pour cette présentation. Donc, nous vous invitons à aller voir l'exposition. Pour celles et ceux qui veulent, les jeux de cartes, on va les mettre à disposition sur la table juste devant. Aussi, je vous le rappelle, il y a des associations qui sont dehors. Nous avons invité plein d'associations, donc n'hésitez pas à aller voir les stands. Et nous revenons à 11h. Je compte sur vous. Et yo, c'est bon, je l'ai.